On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. Salut tout le monde, je prends quelques secondes pour vous parler juste un peu avant le podcast. On pensait avec Pierre qui est en ville à Montréal être capable de vous rendre un podcast face à face, les deux un à côté de l'autre. Mais malheureusement, à la dernière seconde, on a eu des contraintes techniques qui étaient hors de notre contrôle et on n'a pas eu le choix de se retourner et de finalement faire le podcast au téléphone. On le sait que c'est pas idéal, mais on trouvait ça important quand même d'au moins vous livrer du contenu cette semaine. Donc un petit podcast éclair malgré tout sur la situation des 4 nations, sur la situation de Jake Evans avec le Canadien de Montréal. On espère que vous allez apprécier malgré tout, même si on le sait que c'est pas parfait, mais au moins le contenu là quand même. Ce contenu de Radar présenté par YouBet.io, là où vous pouvez parier sur les matchs de la Ligue nationale de hockey. Bon podcast. 12 février 2025, bienvenue à notre épisode de Radar. Anthony Desaulniers qui est avec vous en compagnie de Pierre Lebrun, le Montréalais cette semaine. Salut Pierre. Oui, le Montréalais, ensuite le Bostonnais. Je ne sais pas si c'est Bostonnais, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas. Tu le sauras la semaine prochaine, Pierre. Tu vas le savoir bien assez vite. Hey, c'est le fun, c'est la Coupe des 4 nations. C'est un événement quand même qui est assez mis de l'avant par la Ligue nationale de hockey. On avait bien hâte que ça arrive. Les meilleurs contre les meilleurs, ce qu'on n'avait pas eu la chance de voir sur la patinoire depuis quand même 2016. Pierre, tu es au cœur des festivités. Est-ce que tu le ressens, l'engouement autour de la compétition? Je dirais qu'au niveau des joueurs, absolument. Écoute, mes conversations avec Sidney Crosby, Austin Matthews, Victor Hedman, les capitaines de ces 3 équipes-là, c'est vraiment leur passion, la façon qu'ils répondent aux questions là-dessus. Austin Matthews, hier, il a été tellement surpris quand je lui ai dit qu'il y a bien des partisans de hockey, ils ne sont pas encore sûrs de quoi penser de cet événement-là. Qu'il y a bien des partisans, je vois leur message là, sur mes articles à l'Athlétique, je pense que ça va être comme des matchs étoiles. Mm-hmm. Puis ensuite, Matthews, j'étais tellement surpris d'entendre ça. J'ai dit, ben non. Écoute, pour ces joueurs-là, c'est le commencement du processus olympique qui s'en va en Italie. Le message dans ce tournoi, c'est nous autres la meilleure équipe. On s'en va gagner une médaille d'or l'année prochaine en Italie, puis ça commence aussi aux 4 nations. C'est ça la mentalité des vedettes qui sont ici au tournoi. On veut vraiment là, que cet événement soit un moment très important pour le gros tournoi l'année prochaine en Italie. Alors, tu peux voir dans les pratiques là, que les joueurs prennent ça tellement au sérieux. Sidney Crosby, Connor McDavid, ils ont tellement de petites réunions durant les pratiques entre les joueurs pour essayer de comprendre le système le plus vite possible. Ils prennent ça absolument au sérieux. Ouais, puis tu sais, peut-être que Matthews, sa place est déjà assurée pour les Jeux olympiques, mais il y a peut-être des joueurs aussi qui ont des choses à prouver pour s'assurer d'avoir un poste l'année prochaine à pareille date aux Jeux olympiques. Bon, ce sera peut-être pas le cas de Matthews, Marner et Nylander, même s'ils sont dans la même formation. Je m'attends pas à ce qu'il y ait de jeux robustes entre eux. Mais un gars comme McAvoy, Marchand, peut-être Bennett sur Matthew Tkachuk, est-ce que tu t'attends à ce qu'on ait de la robustesse entre coéquipiers dans la Ligue nationale de hockey? Absolument. C'est comme Victor Hedman m'a dit l'autre jour. Je joue contre mes 3 chums du Canada, du Lightning, mercredi soir, mais on n'est pas de chums ce soir-là. Puis quand il l'a dit, il n'y avait pas de sourire aux lèvres. Fait que, écoute, c'est la réalité. On joue pour notre pays. Et puis, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu le meilleur contre le meilleur. Puis pour plusieurs joueurs, ils l'ont jamais eu. C'est vrai? Parce qu'on n'a pas été dans la Ligue assez longtemps. Fait que, je peux te dire là, que je comprends. Je pense que je comprends pourquoi les partisans ne sont pas encore sûrs de tout ça, mais j'ai l'impression, lorsque le match commence ce soir, que les partisans vont rentrer là-dedans. Je pense que tous les articles, toutes les prévisions, je pense que les partisans n'ont pas vraiment rentré là-dedans. Mais je pense que lorsque ça commence ce soir, là, je pense que les gens vont comprendre c'est quoi cette affaire-là. Oui, puis j'ai bien hâte de voir ce match-là, d'ailleurs, que vous pouvez parier sur le site de YouBet.io. Là, on retrouve les meilleurs codes de la Ligue nationale de hockey, YouBet.io. Pierre, on a droit déjà à une décision, je dirais pas controversée, mais qui m'a laissé quand même un peu surpris. John Cooper a préféré Jordan Binnington à Adin Hill. Moi, je m'attendais à voir Hill devant le filet. On regarde les statistiques avancées depuis le début de la saison. Adin Hill a 8,8 buts sauvés. Montembeault en a 8. Binnington en a 0,2. As-tu été surpris de voir que le Canada décidait d'y aller avec le gardien de but des Blues pour le premier match?
Pas surpris, c'est Binnington que j'avais prévu dans nos réunions avec TSN quand on parlait de tout ça. C'est Binnington, moi, que j'avais pris. C'était pas évident, mais qu'est-ce que John Cooper a laissé glisser hier, c'est que ça fait un bout de temps que Binnington était leur numéro 1 dans leur réunion en interne. Alors, pourquoi? Bon, ben c'est dur à dire. Évidemment, écoute, le directeur général de l'équipe olympique canadienne, non de 4 nations, ça c'est Don Sweeney, mais le DG de l'équipe olympique, c'est Doug Armstrong, évidemment. Jordan Binnington, c'est son gardien de but. Alors, évidemment, lui a beaucoup de confiance dans son habileté. De l'autre côté, par exemple, évidemment, Bruce Cassidy, l'entraîneur-chef des Golden Knights, est aussi assistant coach ici pour le Canada. Alors, c'est sûr que lui a beaucoup de confiance dans Aiden Hill. Fait que c'est toujours intéressant comme décision, mais je n'étais pas surpris, non. Si tu m'aurais demandé à ce me passer qui que je pense que c'est, je t'aurais dit Jordan Binnington. Comment ça fonctionne exactement une fois qu'on est rendu au tournoi? Je veux dire, je comprends que John Cooper était consulté lorsqu'on a mis sur pied l'équipe, lorsqu'on a pris les décisions de qui allait participer à l'événement, mais lorsqu'on arrive directement dans les matchs, la décision de laisser un Sam Bennett de côté ou d'y aller avec un Binnington devant le filet, est-ce que ça revient uniquement au personnel d'entraîneur ou on consulte les Don Sweeney, les Doug Armstrong? Est-ce qu'eux aussi ont leur mot à dire? Mon impression d'avoir demandé cette question-là à Don Sweeney, que c'est pas mal John Cooper, c'est son show. Okay. C'est vraiment John Cooper qui prend ces décisions-là. Et puis, John Cooper prend ça au sérieux. Il m'avait déjà dit dans une entrevue durant le temps de Noël, lorsque je l'ai rencontré à Tampa, qu'il a mis beaucoup de travail là-dedans, dans ce processus-là. Lorsque le Lightning ils ont été à Edmonton au mois de novembre, il s'est rencontré, il a passé 1 heure, il a fait une réunion d'1 heure avec Connor McDavid. Il a mentionné aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs réunions avec Sidney Crosby dans les derniers mois, plusieurs appels, plusieurs messages textes, pour parler de la façon que la formation était pour jouer, puis les lignes. Cooper qui a dit qu'il a parlé à tous les joueurs d'avant, avant de décider c'était quoi les lignes pour me comprendre quel genre de joueur tradition. Il ne demandait pas quel joueur tu veux jouer avec, mais quel genre de joueur. Alors, c'est pour ça que Mark Stone il arrive avec Crosby puis McKinnon. On se rappelle que dans les Olympiques, dans le passé, Sidney Crosby et Patrice Bergeron avaient une très belle chimie. Ben oui. Et puis, c'est Mark Stone qui joue le rôle de Patrice Bergeron maintenant, avec Sidney Crosby et McKinnon. Alors, c'est très intéressant à comprendre un peu comment on se rend dans ces décisions-là, mais pour répondre à la question générale, c'est le show de John Cooper. C'est vraiment lui qui prend toutes les décisions. Tu l'as dit, ce sera Mark Stone qui sera flanqué aux côtés de McKinnon et de Crosby. Il y a dans l'air peut-être cette possibilité-là de voir peut-être un Connor McDavid se pointer le nez avec McKinnon, avec Crosby. Tu l'en as écrit un texte sur The Athletic en faisant référence à Coupe Canada 87 où est-ce qu'on a réuni Mario Lemieux et Wayne Gretzky. Tu y crois-tu à cette possibilité-là, Pierre, de voir une ligne vraiment dévastatrice avec les meilleurs joueurs au monde ensemble réunis sur un seul trio? Ben moi, je pense que c'est qu'est-ce qu'il devrait faire. Mike Keenan, qui était l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne en 87, est d'accord avec moi. Puis la raison que je crois que l'équipe canadienne doit au moins y penser à quelques moments dans ce tournoi, c'est que, premièrement, il y a la pause de télévision dans les matchs, c'est 30 secondes de plus long pour la captation. C'est vrai. Alors, tu sais, tu as vraiment la chance de revenir avec tes gros joueurs après les longues pauses d'annonce dans ce tournoi, premièrement. Deuxièmement, tu sais, moi, je crois que l'équipe américaine a plus de profondeur que l'équipe canadienne. C'est sûr que ça commence avec la Suède ce soir. C'est un défi par elle-même, ça. La Suède, c'est une très bonne équipe, mais si je parle du tournoi en général, moi, je pense que les Américains, c'est l'équipe à battre. Et une façon de battre ça, c'est que quand tu mets tes gros joueurs ensemble, c'est plus difficile à défendre. Tu le vois à Edmonton, quand les Oilers perdent, ils mettent toujours Draisaitl avec McDavid pour essayer de changer le momentum d'un match. Je te dis que lorsque Mike Keenan a décidé de mettre Mario et Wayne Gretzky ensemble, ça a tout changé la finale contre les Russes en 87. C'était tellement difficile à défendre. Puis pas juste qu'ils aimaient ensemble, mais ils ont joué quasiment à chaque 2 chiffres. Bon, je dis pas que ça peut arriver dans le hockey en 2025, là, mais j'ai demandé cette question à John Cooper lundi. Puis il a dit que d'ailleurs, c'est ses souvenirs favoris comme partisan, la Coupe Canada 87. Mais il a dit qu'aujourd'hui, selon lui, la différence entre les meilleurs joueurs et les joueurs de sa 4e ligne,
sur l'équipe canadienne, lui, il pense que la différence est beaucoup moins qu'en 87. Fait qu'il ne croit pas qu'il y a besoin nécessairement de faire ça. Ouais. On verra. Parce que je vais dire maintenant, là, si le Canada tire de l'arrière à capitaine à ce tournoi, puis ça pourrait être ce soir, moi, je crois que c'est dans ses pensées que s'il arrive avec McKinnon, Crosby et McDavid, c'est tout un défi pour l'autre équipe de type d'abord. Mais honnêtement, ça risque d'être quelque chose. Un peu comme Mike Keenan à l'époque. Disons qu'il ne jouait pas pour la nulle. Hein? Il allait pour la victoire, puis all attack, puis ça devrait être tout un spectacle. Un peu comme l'unité d'avantage numérique du Canada, qui est franchement spectaculaire. Là. Ça devrait être quelque chose. Les adversaires auront intérêt à être disciplinés. Lorsque Rantanen a été échangé en Caroline, on a entendu toutes sortes de choses sortir du Colorado, comme quoi il n'avait pas terminé, puis il voulait continuer à s'améliorer. Puis là, évidemment, tout le monde faisait le lien avec ce Nick Crosby, qui est avec les Pingouins, qui malheureusement vont un peu nulle part. Pierre, évidemment, je te demande pas de prédire l'avenir, mais plus, qu'est-ce que tu en penses? Le fait qu'ils évoluent sur le même trio, qu'ils ont une belle chimie ensemble, qu'on les voit faire du travail supplémentaire à l'entraînement, qu'ils vont peut-être être assis un à côté de l'autre dans le vestiaire. Penses-tu que McKinnon va essayer de séduire Crosby pour lui dire « Lève donc ta clause, puis viens donc terminer ta carrière avec moi au Colorado? » Ah, ben, si malheureusement, je suis pas avec eux autres durant l'été à Socrates quand ils patinent ensemble, ces deux-là, en les gars. Mais non, écoute, c'est le fun d'y penser. Je pense que c'est sûr que l'Avalanche, si jamais ça serait une réalité, l'Avalanche voudrait le faire, mais la réalité, c'est que Tony Crosby, à chaque fois qu'il se fait demander, il dit qu'il veut finir sa carrière à peu. Fait que, je ne sais pas combien de fois il doit le dire pour que le monde le croie, là, mais il l'a dit encore il y a quelques semaines. Fait que, j'imagine que au moins cet été, peut-être que lui et son agent Fabriçon, peut-être qu'ils vont se parler après saison pour comprendre où ça s'en va cette affaire-là avec les Pingouins. Mais je peux juste te dire que présentement, à chaque fois qu'il se fait demander, il n'y a aucune hésitation dans sa réponse et il dit qu'il veut finir sa carrière à Pittsburgh. Ça va être intéressant à surveiller ce dossier-là. Après moi, c'est pas la dernière fois qu'on parle de Crosby et des possibles tractations de rumeurs. Tanné de courir après votre argent ou encore avec des remplaçants. League to Go s'occupe de tout. Vous pouvez vous concentrer sur le jeu et League to Go va s'occuper du reste. Pierre, je vous souhaite un bon match ce soir. Canada-Suède, ça risque d'être quelque chose à la Coupe des 4 Nations. Puis je pense qu'en tant que partisan, ça va nous faire du bien de voir les meilleurs contre les meilleurs. Je change de vitesse. On va aller avec le Canadien de Montréal. Dans les derniers jours, tu as tweeté sur Jake Evans comme quoi on s'éloignait d'une potentielle entente entre le clan Evans et le clan Hughes. Est-ce que tu as des nouveautés à ce sujet-là de la part du Canadien ou encore de Jake Evans? Comment tu vois les négociations présentement? Oui, j'ai pas de nouveautés. Évidemment, c'était mes informations après avoir fait des appels dimanche matin parce que je faisais l'intervention sur TSN dans le match du Canadien. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas regardé encore. Je suis pas mal dans mon monde de 4 nations depuis ce temps-là. Mais qu'est-ce que j'ai dit dimanche, c'est que les deux côtés n'étaient pas très proches sur un nouveau contrat. Puis ça va de l'air de plus en plus qu'il était pour se faire échanger. C'est sûr que ça peut changer. Je pense que ce qui arrive, c'est que le Canadien a été assez clair, je pense, avec l'agent pour dire que notre offre, c'est pas mal, là. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire plus que ça. C'est sûr, des fois, la négociation, c'est une game de poker. Mais tu sais, c'est sûr que pour Jake Evans, c'est sa meilleure chance de sa carrière de se faire payer. Alors, je pense que ce que le Canadien a communiqué depuis le début, puis très clairement, de ce que j'entends, c'est que on comprend si tu vas aller au 1er juillet, c'est correct, on ne blâme pas. Mais le chiffre que tu penses que tu vas aller chercher le 1er juillet, puis ça se peut que tu le pognes, c'est pas le chiffre qu'on peut te donner ici à Montréal. À cause des autres contrats qu'on doit signer dans les prochaines années avec le jeune noyau. Alors, écoute, c'est pas amer, j'ai l'impression, c'est pas amer. C'est très clair des deux côtés. Mais ça prendrait, je pense, Jake Evans et son agent de vouloir en prendre moins, non seulement dans les demandes de salaire, mais aussi dans les années. Fait qu'on verra bien. Ça, c'est intéressant. C'est autant au niveau du terme qu'au niveau des sous que ça accroche présentement. Il n'y a pas sur un des deux plans qu'on s'entend? Oui, c'est pas mal les deux, je pense. Puis écoute,
comme je te dis, ça veut pas dire que ça ne peut pas être réglé. C'est pas 100% là, qu'ils ne pourront pas le signer. C'est juste que quand j'ai regardé là-dedans dimanche, c'était pas proche. Ça, évidemment, c'est quand même un fait quand c'est pas proche, parce que il n'y a pas trop long avant le 7 mars. Mm-hmm. Puis avec le Canadien qui glisse dans le classement aussi, les équipes, je peux te dire qu'avant la pause du 4 nations, les équipes commençaient à appeler pas mal souvent au sujet de Jake Evans dans la direction du Canadien à cause du classement. Et puis, on verra bien où le Canadien s'en va avec ça, mais il y a des équipes où on aimerait mieux aller chercher des plus gros noms, là, Brock Nelson, des noms de même, mais c'est pas clair que ces joueurs-là vont être sur le marché. Mm-hmm. Fait que, quand tu fais ta liste comme acheteur, tu as peut-être 4-5 noms avant Jake Evans, mais à la fin de la journée, tu vas peut-être arriver à Jake Evans. C'est une équipe qui aspire à la Coupe, alors ça va être intéressant à gérer chez le Canadien. Puis l'autre chose, c'est que le Canadien, selon ce que j'apprends, a partagé avec les équipes. On ne donne pas là, Jake Evans. Moi, je pense pas que le Canadien serait prêt à l'échanger pour moins d'un choix de deuxième ronde. Mm-hmm. Parce que ça ne fait pas de sens après ça. Ils ont tellement de choix de repêchage déjà, le Canadien, que ça ne donne rien d'échanger pour le fait d'échanger. Non, c'est sûr. Puis surtout qu'à 1,7 million, c'est pas un contrat qui est difficile à absorber. Et le fait qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de... Tu sais, le classement est tellement serré, un peu moins de vendeurs. Ça peut donner un avantage à Kent Hughes parce que là, sa position est de plus en plus claire. C'était peut-être ambigu il y a 2 semaines, mais là, maintenant, je pense que c'est assez évident qu'il va être un vendeur le 7 mars prochain. Pierre, j'ai une petite dernière pour toi. C'est Brian McDonald qui est l'agent de Jake Evans. Il a 2 clients dans la Ligue nationale. Il a évidemment Evans, mais il a aussi Dylan DeMello. Est-ce que ça a une importance dans les négociations, dans le sens que l'agent, c'est pas comme s'il y avait 60, 80 clients puis qu'il avait l'occasion de reprendre un peu de sous à gauche et à droite. Comme il n'en négocie pas nécessairement souvent des contrats, est-ce que ça complique les négociations parce que l'agent en tant que tel veut lui aussi frapper un grand coup? Ben, des fois, c'est le cas, mais dans ce cas ici, je peux dire que Brian McDonald, c'est un avocat dans la vraie vie à London, dans l'Ontario. Il y a une vraie job où il fait le jour le jour. Il est un avocat qui fait c'est un avocat de business, là. Fait que, il est comme agent sur le bord. C'est pas... C'est pas vraiment sa profession à plein terme. Fait que il fait son argent là, avec sa firme à London, puis c'est un avocat. Alors, pour répondre à ta question, je pense pas que c'est la fin du monde dans son côté là, qu'il doit aller chercher. Simplement, il essaie d'être un bon agent. C'est la première fois dans la carrière de Jake Evans qu'il peut peut-être faire un bon contrat parce qu'il est joueur autonome. C'est très simple. Oui, on s'entend que d'après moi, Brian McDonald, il n'attend pas le contrat de Jake Evans pour la fin du mois. D'après moi, il est correct. Je pense qu'il va s'en tirer, Pierre. Hey, c'est un podcast éclair présenté par YouBet.io, là où vous pouvez parier sur tous les sites de la Ligue nationale de hockey, YouBet.io. C'est un format un peu spécial cette semaine, différent, mais on espère que vous avez quand même apprécié à la maison. Merci, Pierre, d'avoir pris le temps de nous avoir parlé, puis on se donne rendez-vous dans quelques jours. Parfait. OK. Salut, merci, Pierre. Anthony.